Alors maintenant, nous allons passer au troisième axe de notre livre blanc qui contient des propositions autour du développement d'un modèle européen éducatif, en tout cas qui pose la question d'un modèle européen éducatif et industriel d'IA en éducation et comment le promouvoir à l'international. Mathias, je te laisse accueillir Stéphane Vincent Lancrin. Donc, je voulais te remercier, Sonia, et puis remercier Déborah Elalouf pour cette belle présentation de Tralalaire et des enseignements, des projets que vous menez. Et puis, accueillir et remercier aussi chaleureusement Stéphane Vincent Lancrin, donc, qui est directeur adjoint du CERI à l'OCDE, qui nous fait l'honneur de participer à cette conférence débat pour discuter avec nous des propositions pour développer un modèle européen éducatif et industriel d'IA en éducation et le promouvoir à l'international. Alors, comme vous venez de l'OCDE, vous n'avez pas forcément de biais pro-européen. Ça, c'est le nôtre. Et c'est pour ça que vous devez censé être neutre par rapport à l'Europe. Nous, on n'est pas censé être neutre. Donc, on affirme notre préférence pour un modèle européen. Mais vous nous direz ce que vous en pensez. Et sans dévoiler tout de suite les propositions, il y a aussi la question de la francophonie. Qui peut être un autre axe de développement de l'IA en éducation, en tout cas un autre levier pour la France en plus de l'Europe. Alors, pourquoi un modèle européen? Eh bien, d'abord parce que l'usage des dispositifs numériques incluant l'IA et le recours de plus en plus fréquent à l'analyse des données d'éducation et des traces d'apprentissage excède largement les cadres nationaux dans lesquels ces sujets sont traditionnellement abordés. Les enjeux sont très internationaux, à la fois ils sont politiques, stratégiques, économiques, éducationnels, techniques. Et en particulier, il y a des enjeux importants de souveraineté qui sont accentués par les investissements massifs réalisés par certaines puissances dans ce domaine. Donc, bien sûr, il y a les États-Unis, mais il y a la Chine. Monsieur Vincent Lancrin, vous avez publié des articles à ce sujet. Malgré la rareté des chiffres disponibles, vous mettez en évidence que la Chine concentre à elle seule plus de 60% des investissements de l'IA en éducation dans le monde, ce qui est 10 fois plus que l'Europe réunie. Je trouve que rien que ce chiffre est assez stupéfiant, pour ne pas dire inquiétant. Et de fait, la Chine a fait de l'IA en éducation une triple priorité éducative, industrielle et d'influence, avec des ambitions affichées de leadership mondial sur l'IA en éducation et de diffusion à large échelle de ses propres solutions. Et ce qui veut dire que l'IA en éducation est en passe de devenir un enjeu majeur de soft power international. Alors que on pourrait aussi se dire que c'est un sujet de coopération. C'est un levier d'action privilégié pour certains pays confrontés à une scolarisation accélérée et massive dans un contexte de pénurie d'infrastructures, l'Inde, le Nigeria, etc. Il est aussi porté par de nombreuses organisations internationales, l'UNESCO, l'OCDE, vous allez nous en parler, l'UE, pour l'accomplissement d'objectifs partagés, la réduction des inégalités, la prévention des discriminations, ou encore l'inclusion qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, nous, pour en revenir à nos propositions, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve une articulation entre ce cadre international des coopérations et puis le cadre national de la souveraineté pédagogique et des modèles éducatifs. La première, nous formulons 8 propositions. La première, c'est de promouvoir au niveau européen un cadre global des données d'éducation afin de construire les conditions d'une souveraineté pédagogique européenne. Le cadre national des données d'éducation, il est défini à la fois en matière d'interopérabilité, de modalités d'accès et d'usage à partir des problématiques posées dans le cadre du RGPD. Mais là, l'idée, c'est vraiment avoir un regard plus spécifique sur les données d'éducation. La deuxième proposition, c'est d'élaborer un socle minimal européen de savoir et de compétences sur les enjeux liés aux algorithmes et aux usages des données à transmettre par les systèmes éducatifs. Et ce qui à la fois peut faire très sens et qui ne va pas de soi compte tenu de l'approche très nationale de ces sujets jusqu'à présent.
Le troisième point, ça serait de mettre en place un programme de soutien aux initiatives locales et nationales de numérique et d'IA en éducation, dans une logique d'investissement social, pour développer les capacités et les compétences de tous les jeunes Européens et surtout permettre le passage à l'échelle, qui est une question qu'on a traitée de manière indirecte à travers les exemples de Learn Enjoy et de Tralalaire, où il y a une multiplicité d'initiatives locales, mais qui ont du mal à passer à l'échelle. Et si on prévoit des investissements européens, ça facilitera ce passage à l'échelle. Une autre proposition, c'est de mettre en place une politique européenne de recherche interdisciplinaire sur le numérique éducatif, puisque là encore, il y aurait de la valeur à mettre en commun les ressources et à la fois sur les jeux de données, mais l'effort de recherche pour faire émerger des enseignements plus percutants ou à mettre en commun les ressources à l'échelle européenne. Une idée supplémentaire serait de garantir la souveraineté du contrôle des actifs stratégiques en matière d'IA en éducation. C'est ce que font les États-Unis sur certains sujets. À notre connaissance, ça n'existe pas à l'échelle européenne de dire que les actifs liés à l'IA en éducation sont des enjeux de souveraineté et donc le rachat par des entreprises étrangères est conditionné à un accord par les gouvernements. Par exemple, en définissant des règles de protection relatives aux investissements stratégiques ou qu'il y ait des prises de participation au capital de sociétés critiques ou qui utilisent des données sensibles pour la protection des données personnelles des enseignants, des élèves et des familles. Ensuite, les deux dernières propositions, puis ensuite, je vais laisser Stéphane Vincent Lancrin réagir à ces propositions et puis surtout aussi nous présenter ses propres perspectives. Il y a l'idée de concevoir et de déployer une stratégie de promotion internationale d'une offre européenne d'IA en éducation, ce qui ne serait pas forcément… et c'est là où la question de la francophonie se pose, puisque la France peut aussi faire le choix d'une promotion de solutions d'IA en éducation à l'échelle de la francophonie, mais pourquoi pas une offre européenne, comme le fait la Chine, qui cherche à promouvoir ces solutions d'IA à l'éducation de manière très active à l'international. Et la dernière proposition, c'est d'accroître la participation de la France aux différents programmes internationaux liés au développement de l'IA en enseignement. C'est à la fois les projets internationaux, les instances de normalisation et pour la France de faire de la question éducative un levier de sa politique étrangère. Donc, comme je l'ai dit, en particulier dans ses rapports à la francophonie et puis aussi dans sa politique de coopération avec les pays en cours d'équipement dans le domaine de l'IA et l'éducation. Voilà, j'ai déjà parlé un peu longuement pour présenter ces différentes propositions. Je vais laisser Stéphane Vincent Lancrin réagir sur celle-ci et nous présenter ses propres travaux sur le sujet. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Là, des travaux commencent chez moi où je suis en ce moment, donc j'espère que vous ne serez pas trop incommodés par le bruit. Mais c'est la vie, c'est la vie. Exactement, c'est la vie sous le Covid, en tout cas. Donc, merci. Vous avez raison, je travaille pour l'OCDE, pour le Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, et donc je n'ai pas de biais en faveur de l'Europe. Malgré tout, je suis un citoyen français, donc j'ai un intérêt malgré tout pour ces questions-là, en fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, sur le fait que, je dirais même avec ma casquette de l'OCDE, qu'il y a un sous-investissement dans les technologies éducatives et dans le marché des technologies éducatives en Europe, et que c'est un problème et qu'il faudrait effectivement que… Et donc, je suis tout à fait en harmonie avec les propositions, même si probablement je ne pourrais pas faire ce type de proposition à l'OCDE. Donc, il y a effectivement… Alors, un point sur la Chine, il y a eu effectivement une montée sur la Chine qui a été très, très forte ces dernières années. Bon, avant, on avait en fait des investissements, je dirais, essentiellement américains, en fait, dans le domaine. Ça a beaucoup changé, en fait, depuis cette année, depuis cet été, parce que le gouvernement chinois a interdit un certain nombre de solutions pour la préparation des tests après l'école, en fait,
et donc, en fait, ça a fait chuter le marché de l'investissement dans les EdTech en Chine de manière dramatique. Enfin, ça dépend de… Dramatique au sens anglais du terme, en tout cas. Oui, très fort, très fort. Voilà, Voilà. très fort. Ce n'est pas Voilà. un jugement de valeur. Exactement, exactement. Donc, voilà, en fait, donc, ce qui, en fait, a quelque part rééquilibrer un petit peu je dirais, le marché de l'investissement, en tout cas, et l'intérêt, puisque la plupart des solutions de la technologie éducative est moins pour les systèmes formels éducatifs que pour la préparation des concours, l'éducation informelle ou non formelle à la maison, etc. Donc, ce marché-là, en fait, c'est un peu écroulé au niveau des Chinois, en fait, qui ont un système qui est assez compétitif au niveau des examens, etc. Et donc, c'était un marché du tutorat qui était très, très actif suite à cette décision. Donc, ça a un petit peu changé la donne. Maintenant, c'est un balancier. Il y a eu beaucoup d'avances et ça ne justifie pas, en fait, je dirais, le manque d'investissement de manière générale ou le manque de soutien au niveau européen, puisqu'il est tout à fait clair qu'il y a beaucoup de choses à… J'ai même dans le cadre général de la transformation numérique des sociétés, en fait, beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'éducation et probablement pas suffisamment de soutien au niveau européen et français. Hein, donc, il faut pas… Donc, je suis tout à fait, je dirais, d'accord avec les propositions que vous faites. Sur la question de l'influence de la souveraineté, je suis un petit peu plus, je dirais… C'est moins un sujet pour l'OCDE, ça. Oui, c'est moins pour l'OCDE. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que j'aimerais faire des remarques, mais qui sont liées à l'éducation en général. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas que donc, il y a un enjeu politique pour l'Europe, et donc c'est pour ça que je suis d'accord, en fait, qu'il faut que ce soit plus équilibré, etc. Ensuite, la question de la souveraineté des solutions éducatives, etc., est un petit peu plus compliquée parce que, au fond, à qui appartiennent les maisons d'édition dans la plupart des pays de l'OCDE. Bon, Pearson en maîtrise une partie qui est assez considérable, en fait, et l'idée que, en fait, la question de la nationalité de ceux à qui appartiennent les contenus importe tant que ça n'est pas forcément vrai, en fait. Mais c'est l'impression qu'on a, en fait, souvent dans la question en éducation. On se dit, par exemple, que si on utilise les solutions de Google, c'est problématique. Ça peut être problématique en termes de souveraineté au niveau politique, de savoir le jour où Google décide de partir ou de faire des choses, en qu'est-ce qui reste. Donc, il y a ce type de problème. Maintenant, est-ce que ça pose un problème pédagogique réel? Ce n'est pas du tout sûr, en fait. Le fait que si Gallimard appartient à un groupe australien, ça dépend ce qu'ils font, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas forcément que tout à coup, tous les livres français vont devenir australiens, en fait. Donc, c'est ça que je veux dire qu'il faut… Mais il y a quand même des biais dans les algorithmes. Il y a quelque chose de spécifique à l'algorithme qui est son manque de transparence, sa difficulté de comprendre quelles sont les règles de fonctionnement. Et donc, il y a quand même des choix embarqués dont on n'a pas forcément conscience. Il y a des biais, tout à fait. Je ne suis pas contre cette idée-là. Je ne dis pas qu'il faut que tout appartienne à des entreprises étrangères. Et d'ailleurs, ça fait partie de la concurrence économique aussi, hein, en fait. Donc, ça a un sens de ce point de vue-là. Mais je fais cette remarque parce qu'en fait, dans l'éducation, on a tendance à parfois refuser un petit peu trop, je dirais, les logiques marchandes, en fait, comme pour des raisons qui peuvent paraître nobles, mais qui parfois, en fait, bloquent l'avancement, en fait, de l'adoption de solutions qui permettraient de faire avancer l'efficacité, l'équité, l'inclusivité, l'inclusion, etc. En fait, et donc, il faut garder ça donc il faut effectivement développer ce qu'on fait, mais il ne faut pas non plus… il faut rester assez mesuré, en fait, dans ce type d'approche et voir où sont les choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, sur la question des actifs stratégiques, est-ce que c'est important de vendre ou de ne pas vendre des EdTech?
Ça, je ne suis pas sûr. En revanche, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément important qu'une… En fait, c'est la logique des EdTech, en fait. Hein. C'est qu'on se développe et au bout d'un moment, on vend. Ouais, parce que c'est soit on grossit, ce qui est difficile, en fait, pour la plupart des startups, soit on se fait racheter. C'est ça la logique je dirais, en général. Et ce n'est pas une mauvaise chose nécessairement. Ensuite, ça permet de développer le marché. Par contre, pour moi, il y a une question qui est… je reformulerai la question des actifs stratégiques en disant qu'il y a des choses qui sont des biens publics. Oui. Et il faut qu'on discute de la question de qu'est-ce qu'un bien public dans le développement de la technologie éducative. Par exemple, si jamais j'arrive à trouver une carte curriculaire, il y a beaucoup de gens qui parlaient il y a peu de temps d'une sorte d'ADN de l'apprentissage où en fait on arrive à déterminer comment on apprend le mieux, quelles sont les manières de passer de manière plus efficace d'un aspect à l'autre. Est-ce que ce genre de choses devrait rester la propriété privée d'entreprises un peu lucratif? Je ne pense pas, non. Je pense qu'en fait, ça devrait être quelque chose qui devrait devenir un bien public qui puisse servir à l'ensemble de la planète pour améliorer son niveau éducatif, par exemple. Donc, bien sûr. Donc la question, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par certaines de ces choses? Au niveau vous avez mentionné la question de l'interopérabilité, passage à l'échelle. C'est vraiment un sujet qui est très important, et surtout si on veut en fait avoir un marché qui est suffisamment grand international et qui est donc suffisamment incitatif pour les entreprises en fait. Alors j'entends l'interopérabilité au niveau français, mais j'entendais certaines des discussions précédentes en fait où la difficulté de beaucoup du marché éducatif, c'est qu'il est extrêmement fragmenté. Donc, ce sont les municipalités, les conseils départementaux qui vont acheter, comme dans le cas beaucoup aux États-Unis, ce sont les écoles qui achètent. Donc, c'est encore plus fragmenté. Parfois les districts, mais beaucoup les écoles. Dans les pays nordiques, ce sont les municipalités, mais ils en ont des… C'est un peu comme la France vis-à-vis de l'échelle, ils ont des tas de petites. Donc, en fait, c'est assez compliqué si on est un entrepreneur dans ce domaine-là, d'arriver à se faire connaître, vendre ses marchés, etc. Ensuite, on parle des langues différentes. On a des programmes scolaires différents d'un pays à l'autre, sans même parler de la question de la culture et compagnie. Et arriver à faire des progrès sur les questions d'interopérabilité, pas seulement au sein d'un pays, mais ailleurs, serait à mon avis un pas vraiment très important. Et ce serait vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut avancer dans ce domaine-là, en fait, et faire en sorte que les solutions soient beaucoup plus compatibles les unes avec les autres, d'un pays à l'autre. Alors, peut-être que les choses se passent bien déjà, mais ce n'est pas ce que j'entends la plupart du temps quand je discute avec les collègues de différents pays. En fait, et si on prend certains grands pays comme les États-Unis, même passer d'un État à l'autre au sein des États-Unis n'est pas toujours quelque chose d'évident au niveau des données. Ensuite, peut-être mon dernier point, et ensuite on peut discuter. Une chose qui caractérise, à mon avis, l'Europe, la France aussi, c'est un certain niveau de frilosité, en fait, sur les questions du numérique, qui est à la fois une faiblesse et une force, à mon avis. Donc, en fait, il y a la protection des données, tout est compliqué, on ne veut rien faire, on ne veut pas investir, on ne veut pas prendre de risques parce que tout est trop dangereux, en fait. Je caricature, évidemment, mais c'est un petit peu quand on discute avec les Chinois, ce n'est pas du tout le cas, les Indiens non plus, et les Américains, même les Américains. On a par exemple, une des questions qui se pose beaucoup aux États-Unis aujourd'hui, en période de Covid, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer, par exemple, les données des téléphones portables des élèves avec les données administratives pour voir si les écoles sont ouvertes et fonctionnent ou pas. Ou bien comment est-ce qu'on pourrait faire pour connecter les données des cartes bleues des étudiants pour voir si les universités fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Alors,
un collègue américain a proposé ça, je lui dis, mais ça, c'est illégal en Europe, donc c'est même pas la peine de vouloir faire un projet sur ce sujet-là, en fait. Mais c'est juste pour donner, en fait, une idée des différences qu'il peut y avoir entre les pays sur ces sujets-là. Donc, je pense que une des forces de l'Europe, c'est que elle est plus restrictive sur ces points-là et qu'elle peut développer des technologies dont on va savoir, donc la force peut-être commerciale de l'Europe et pourra tourner autour de ce type de valeur ajoutée en termes de protection des données, peut-être d'éthique, de co-construction, etc. En fait, et donc ce sera intéressant de voir quels peuvent être les points forts de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, il faut accepter de faire des choses. Moi, je participe à beaucoup de conférences où on parle tout le temps d'éthique et je considère que c'est un sujet qui est effectivement très important. Maintenant, la plupart des sujets dont on parle et dont on parle très souvent, en fait, ce sont des sujets qui sont déjà réglementés par le RGPD, en fait. Donc, pourquoi passer son temps à parler de choses qui ne sont pas des vrais sujets, en fait, puisque c'est déjà, il y a une réglementation sur ces sujets-là. Donc, la vraie question serait de savoir comment est-ce qu'on la met en œuvre de manière différente d'un pays à l'autre, parce qu'on met les choses en œuvre différemment d'un pays à l'autre, et quels sont peut-être les nouveaux sujets. Par exemple, il n'y a pas au niveau justement sur les algorithmes. À ma connaissance, la France et la Hongrie sont les deux seuls pays européens qui ont des restrictions ou des lois en fait qui concernent les algorithmes sur les autres pays européens, alors qu'ils sont sous la même loi le même cadre réglementaire, n'en ont pas et on n'a pas vraiment de discussion. Donc, il y a des sujets en fait sur lesquels on peut discuter, mais je pense qu'il faut voir comment on peut aller un petit peu de l'avant sur ces différents points. Il y a un projet de règlement européen en ce moment sur l'IA qui est en cours, qui n'est pas encore entré en vigueur, mais en cours de discussion. Donc, je pense que ça va avancer quand même. Mais il n'est pas spécialement sur l'éducation, il est transverse sur l'IA. Donc, ça concerne le travail, tout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus oui, je crois que j'ai couvert à peu près les choses sur lesquelles je voulais. Alors, peut-être que je peux. Donc, si on se place sur le côté réglementaire, je pourrais ajouter quelque chose qui nous importe à l'OCDE. Une chose, par exemple, donc là, on parle. La question des biais algorithmiques ne sont pas encore réglementés. Je pense que c'est un point qui est important. Je pense que, par exemple, dans le cas de la France, la réglementation sur la transparence algorithmique est peut-être excessive, en fait, actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à ce que les algorithmes soient explicables à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au sujet. Donc, je pense que c'est important pour les décisions qui ont des enjeux pour les gens, en fait, effectivement, qu'on puisse comprendre. Mais il faut savoir que le problème avec l'IA, c'est qu'une partie de ce que fait l'IA, les chercheurs en IA ne savent pas exactement comment ça se fait, en fait. Donc, c'est difficile à expliquer aux autres, en fait, comme ils comprennent ce qui rentre, comment le mécanisme général, mais quelle est la décision finale. Donc, en fait, parfois, on doit arbitrer de l'efficacité. Par exemple, dans le cas des systèmes d'alerte contre le décrochage, parmi les algorithmes qui récemment marchaient les mieux sont des algorithmes dont celui qui l'a fait n'est pas capable d'expliquer en fait exactement qu'est-ce qui se passe au niveau, qu'est-ce qu'il fait. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les résultats sont meilleurs que certains algorithmes où on peut facilement expliquer. Donc, il faut savoir en fait un peu quels sont les arbitrages qu'on veut avoir sur ces sujets-là. Une autre chose sur laquelle il n'y a pas, à ma connaissance, de réglementation, c'est l'efficacité réelle en fait des solutions technologiques qui sont apportées en éducation. Et parfois, les algorithmes ne marchent pas aussi bien que ce qu'on pourrait espérer, en fait. Sur le même sujet, par exemple, les systèmes d'alerte qui sont basés sur l'IA, donc contre le décrochage, une étude aux États-Unis montrait qu'après une revue d'une vingtaine en fait, de systèmes, la moitié avait une efficacité
de prédiction de 1 sur 2. 1 sur 2, moi aussi, je peux le faire, en fait. Donc, il y a un singe aussi, faire 1 sur 2. Exactement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire 1 sur 2. Donc, il y en a qui font beaucoup plus que ça. Hein. Il y en a qui font 80, mais la moitié fait 1 sur 2. Comme il y en a qui arrivent à prédire à 80%. Mais donc, en fait, savoir quelle est, en fait, ensuite, ça dépend des solutions. Il y a certaines solutions où ce n'est pas très important que je dirais que l'efficacité, la validité soit très très élevée en fait. Il suffit, mais il faut mieux que ce soit plus qu'un sur 2. Mais si c'est 70%, c'est acceptable. Si c'est par exemple pour des choses qui ont des effets, des enjeux sociaux, là évidemment c'est plus problématique. Il faut qu'on soit plus proche de 100% en fait. Et donc ça c'est un sujet en fait sur le contrôle, l'affichage en fait de la validité en fait des algorithmes, et sur lequel, à ma connaissance, il n'y a pas véritablement encore de normes dans la plupart des pays quand ça concerne l'éducation technologique. Alors, je ne dis pas qu'il faut... Moi, je suis plutôt pour une approche par le risque, donc modulaire. Donc, si jamais les enjeux ne sont pas très élevés, il faut pas mettre trop de restrictions, en fait. Par contre, quand les enjeux sociaux sont élevés, là, par contre, il faut être beaucoup plus restrictif. Donc, voilà. Et peut-être encore un dernier point, puisque j'ai la parole, c'est sur la question de... Donc, on a parlé de la co-construction un petit peu avant. C'est un point qui nous paraît vraiment très important. Non pas que tout peut être co-construit. En fait, il y a des choses où parfois vous voulez avoir un Steve Jobs qui décide pour tout le monde qu'est-ce qu'il veut, ce que le reste du monde veut. Mais jusqu'à un certain point, dans le cas éducatif, en fait, la plupart des innovations viennent d'entreprises qui ont fait des innovations pour d'autres secteurs que l'éducation. Parce que le secteur de l'éducation n'est pas suffisamment profitable pour la plupart des entreprises. Donc, la plupart des solutions sont des dérivés. Alors, c'est un petit peu moins vrai depuis, je dirais, 10-15 ans, où un nouveau secteur vraiment technologique, éducatif, s'est mis à émerger dans beaucoup de pays, mais ça reste le cas le plus souvent. Et donc, ce qu'on voit parfois, c'est qu'on a des solutions qui ne sont pas... Alors, on critique souvent les enseignants, l'éducation, d'être conservateurs. Pas vous. De ne pas vouloir s'emparer de toutes les solutions qui sont disponibles. Et en fait, une des raisons, c'est qu'une partie des solutions ne sont pas super utiles en fait aux enseignants. Et donc, c'est là que la co-construction est vraiment importante, de voir quelles sont les solutions qui leur permettent vraiment d'améliorer leur travail, qui ne leur prend pas trop de charges cognitives, qui ne désorganisent pas ce qu'ils font en classe, qui sont réalistes en termes de temps. Et donc, c'est là vraiment que la co-construction est vraiment importante. C'est aussi très important pour... on avait un exemple, je n'ai pas encore fait la publicité de notre publication sur les perspectives de l'éducation numérique. Pour l'instant, c'est disponible qu'en anglais, Digital Education Outlook, donc c'est sorti au mois de juin de 2021. La traduction française va paraître bientôt. Où on avait un exemple, en fait, aussi d'une solution technologique fait par des collègues anglais pour développer les compétences sociales des enfants autistes et qui a été co-construite avec des enfants en fait, autistes. Alors, c'est plus compliqué quand on a travaillé avec les enfants, et qui a pas mal changé leur manière de concevoir leur outil, en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que, en fait, la solution qui est proposée était c'est une solution qui a besoin d'un opérateur, parce que leur technologie n'est pas encore suffisamment intelligente pour réagir et choisir quelles sont les prochaines choses que l'enfant doit faire. Et une des choses que la technologie a permis de faire, en fait, c'est de leur montrer que ce qu'apportait en fait leur outil, en dehors d'un certain nombre d'exercices, etc., c'était une nouvelle mise en relation de l'enfant autiste avec l'opérateur en fait de la technologie. Et donc cette chercheuse me racontait comment, quand finalement
l'enfant autiste se rend très bien compte des limites de la technologie à ce moment-là. Donc, c'est là qu'il s'engage un nouveau dialogue avec l'opérateur humain, en fait, pour discuter, etc. Donc, il y a toujours, en fait, ce rapport, je dirais, enfin, avec les humains d'un côté, mais qui est vraiment, c'est vraiment l'un des aspects qui est important dans la définition de ces solutions. Donc, on est tout à fait aligné sur cette idée de co-construction, même si il faut être réaliste sur le fait que les enseignants ne peuvent pas construire, ne peuvent pas co-construire des systèmes d'information longitudinaux pour les États, par exemple. Hein. Donc, enfin, voilà. Un très grand merci à vous. Je vois que Claudio Simili, qui est directeur de projet à la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, vient de nous rejoindre. Donc, un grand merci à lui. Peut-être une dernière question quand même pour vous avant de vous libérer, Stéphane Vincent Lancrin. Et Déborah, vous avez une question? Oui, je posais une question parce que vous évoquiez tout à l'heure, j'étais interpellée par un de vos exemples qui disait finalement il y a des algos qui n'ont pas d'explicabilité mais qui sont efficaces et donc finalement tant que c'est efficace, soyons pragmatiques. Je me posais la question de la mesure d'impact, savoir s'il y avait des travaux convergents sur des indicateurs et des modalités de recherche, d'objectivation, de mesures de solutions éducatives à l'échelle de l'OCDE. Et puisque Claudio Simeli vient d'arriver, ce sujet de la mesure d'impact est en lien avec le sujet des data que l'on évoquait tout à l'heure et du fait de se dire peut-être qu'il y a certains domaines qui appartiennent à une gouvernance publique, puisque un projet commun Prometheus de Data Space pour l'éducation est actuellement en émergence et avec l'un des sujets dont je m'occupe, qui est la mesure d'impact. Donc, ça m'intéresserait tout à fait de savoir s'il y a des travaux à l'échelle plus globale sur ce sujet-là. On essaye. Donc, on recommande en fait de s'engager dans ce type de travaux. On a proposé des projets qui permettent d'explorer en fait la faisabilité vers une harmonisation. Maintenant, est-ce que nos pays membres vont vouloir s'embarquer dans ce type de travail? Reste pour l'instant une question ouverte. Il y a déjà des mesures d'impact en fait, mais beaucoup moins qu'on pourrait imaginer. En fait, ça a été une de mes grandes surprises quand j'ai commencé à travailler sur l'IA, les technologies un petit peu plus avancées dans l'éducation, de voir quelles sont les preuves en fait que ça marche et dans quelles conditions. Et en fait, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup moins d'évaluations que ce qu'on pourrait imaginer. Et même des évaluations simples, qui pourraient être simplement, est-ce que l'algorithme fait ce qu'il prétend dire est-ce que ça… Donc, on essaye d'engager les pays membres vers ce sujet-là. Ensuite, on a aussi la question, alors c'est intéressant sur le point des choses qui sont moins explicables et celles qui sont explicables. En fait, on a un petit peu deux tendances. Alors, là-dessus, on est plutôt pour l'algorithme ouvert, en fait, donc on sait bien que tout un chacun ne peut pas vérifier les algorithmes des autres. Par contre, que quelqu'un ait la possibilité de voir ce qui est fait, donc, est un point important. Et sur la question, par exemple, des systèmes d'alerte pour le décrochage scolaire, on a un chapitre écrit par Alex Bowers à Columbia University sur le sujet, en fait. Donc, il présentait cette étude, alors là, qui était assez complexe, qui avait beaucoup de paramètres. Et en fait, il se trouve que celui qui l'avait fait, Ryan Baker, était le conseiller scientifique du rapport. Donc, on a pu en discuter aussi. Donc, c'est le système qui a le plus grand pouvoir prédictif. Par contre, lui disait, moi, je ne peux pas expliquer ce qu'il fait exactement. Par contre, on peut voir D'un autre côté, Alex Bowers a développé avec ses collègues… On va devoir conclure, s'il vous plaît. Ouais. Je suis désolé. On a pris un petit peu de retard. Il a développé un système avec juste 3 indicateurs, en fait, qui permet d'avoir une efficacité aussi grande que des tas d'autres systèmes qui avaient été développés avec beaucoup plus, et 3 indicateurs qui ne prenaient pas en compte aucun critère, ratio ou autre, donc qui pourrait entraîner du biais. Donc, c'est aussi ça, en fait, la mesure d'impact et vers lesquelles on essaye de se diriger. Parfait. Merci infiniment, Stéphane Vincent Lancrin, pour ces éclairages
ces précieux éclairages internationaux avec toute l'objectivité en plus de l'OCDE et le recul aussi que vous avez.